Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Il y a environ une semaine, Benjamin Netanyahou formait le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. L'un de ses membres, le sulfureux nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, n'a pas attendu bien longtemps avant de fouler mardi un lieu saint de Jérusalem-Est au cœur des tensions pour y clamer la souveraineté israélienne. Cet acte résolument provocateur marque-t-il le début d'un nouveau cycle d'affrontements ? On va tout vous expliquer et notamment vous présenter le principal protagoniste de cette affaire, de ce qui est perçu comme une provocation, autrement dit le ministre Ben-Gvir. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie de Laetitia Bucaille. Bonjour, vous êtes professeure de sociologie, vice-présidente de l'INALCO, chercheuse au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Steve Jourdain, bonjour, vous êtes docteur en histoire à l'EHESS, vous êtes membre de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. On vous doit notamment Israël, autopsie d'une gauche aux éditions du Bord de l'eau. Et puis, nous sommes également en duplex depuis Jérusalem avec notre correspondant Frédéric Mettezo. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Tout d'abord, Frédéric, il faut nous décrire un peu la situation sur place. Alors, donc, à la fois entre Israéliens et Palestiniens, et peut-être aussi la situation intérieure en Israël avec les différents commentaires politiques qui accompagnent ce qui a été perçu comme une provocation, autrement dit la visite d'Itamar Ben-Gvir sur l'esplanade des mosquées mardi dernier. Oui, alors il y a beaucoup de discussions encore sur cette visite d'Itamar Ben-Gvir à l'esplanade des mosquées que les Juifs appellent Mont du Temple. Beaucoup de commentaires, notamment parce que ce soir à 21h, eh bien, le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir à la demande des Émirats Arabes Unis, qui est pourtant un pays ami d'Israël, pour débattre de cette question. Donc ce matin, dans les médias israéliens, on se demande un petit peu ce que vont donner les débats ce soir à l'ONU à New York. L'autre grande actualité qui fait la une ce matin, c'est la réforme de la justice israélienne. Le ministre de la Justice israélien a fait une allocution hier soir en direct à la télévision vers 20h. Il a présenté la réforme judiciaire qui est vraiment très importante. Je vous résume juste la mesure principale. Si cette mesure est adoptée dans les semaines qui viennent, eh bien ça veut dire que la Knesset, ça veut dire la Chambre des députés, pourra avoir le dernier mot sur la Cour suprême. Normalement, dans un régime démocratique, dans une démocratie libérale, comme le sont les États-Unis, la France ou Israël, eh bien, il y a une instance suprême, c'est le Conseil constitutionnel à Paris, c'est la Cour suprême aux États-Unis, c'est la Cour suprême à Jérusalem, qui peut invalider les lois, et ce sont des mesures sans appel. Désormais, si la réforme passe, eh bien, il suffira de 61 députés sur 120 pour casser les décisions de la Cour suprême. Le discours du gouvernement est assez classique. Ils veulent en finir avec, disent-ils, le gouvernement des juges ou la judiciarisation de la vie politique. Il y aura une exception à cela, c'est si la Cour suprême prend une décision à la majorité, à l'unanimité de ces 15 juges. Sinon, eh bien, le politique aura la primauté sur le droit. Et bien évidemment, cela est important dans le débat politique israélien parce que beaucoup soupçonnent Benjamin Netanyahou d'avoir voulu se maintenir au pouvoir pour échapper à certaines poursuites judiciaires, Frédéric. Bah oui, c'est complètement ça, puisque certains se disent, une fois que cette mesure sera passée, la Knesset votera une loi d'amnistie pour Benjamin Netanyahou, et derrière, eh bien, la Cour suprême ne pourra pas s'y opposer, puisque, in fine, c'est le Parlement qui aura le dernier mot. Il y a d'autres réformes, d'ailleurs, de la justice que je peux mentionner rapidement, si vous voulez, Guillaume. Une réforme qui, elle, va être étudiée aujourd'hui par la Cour suprême, qui a encore, à l'heure où nous parlons, tous ses pouvoirs. C'est qu'en Israël, une personne qui a été condamnée à une peine de prison ne peut pas devenir ministre. Mais voilà, le chef d'un parti ultra-orthodoxe allié de Netanyahou, qui s'appelle Aryeh Deri, doit être nommé ministre de l'Intérieur et de la Santé. Il a été condamné à une peine de prison, donc la loi a été changée. Vous voyez, il y a des tas de petites réformes qui font dire à certains, notamment l'ancien Premier ministre Yair Lapid, qui était encore au pouvoir il y a 8 jours, qui est centriste, qu'Israël pourrait devenir une démocratie illibérale façon Hongrie.
Voilà donc aujourd'hui la scène politique israélienne, une scène qui a été bousculée par cette visite du ministre Itamar Ben-Gvir sur l'esplanade des mosquées. Peut-être d'ailleurs, avant de faire de la politique et de l'histoire, il faudrait faire un peu de géographie, parce que là-bas, la géographie est très politique. Laetitia Bucaille, si vous pouviez nous dire un peu ce qu'est cette esplanade des mosquées, ce qu'elle représente, et puis comment elle s'insère dans la géographie de la vieille ville de Jérusalem. Alors, l'esplanade des mosquées est à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem, qui est principalement palestinienne. À la fois, il y a des musulmans et des chrétiens qui habitent cette vieille ville. Il y a aussi un quartier juif et un quartier arménien. Cette esplanade des mosquées est aussi pour les juifs donc le mont du temple et s'adosse au mur des lamentations où viennent prier les juifs. Donc pour les juifs, c'est le mur de l'ancien temple qui a été détruit. D'où cet abcès de fixation, puisque pour les musulmans, c'est le troisième lieu saint de l'islam. C'est un lieu sacré où les Palestiniens, les musulmans rêvent d'aller prier. Et pour les juifs, pour certains juifs, qui imaginent même reconstruire le temple et donc détruire cette mosquée. Donc c'est souvent un lieu dont est parti des affrontements. Hein. Il y a eu dans l'histoire récente plusieurs épisodes. En 1996, notamment quand Netanyahou était déjà au pouvoir, il avait décidé, contre l'avis des services de renseignement, de rouvrir des fouilles archéologiques dans les tunnels sous la mosquée. Et ça avait déclenché des heurts assez violents où il y avait eu pas mal de pertes humaines du côté palestinien, mais aussi du côté israélien. Et puis, en 2000, Ariel Sharon, un peu à la manière aujourd'hui du ministre de la Sécurité, avait fait une visite qui avait été le point de départ de la deuxième intifada, l'intifada El-Aqsa, en hommage à la mosquée Al-Aqsa sur cette esplanade des mosquées. Donc il faut imaginer un espace extrêmement réduit. Le périmètre de la vieille ville de Jérusalem, ça représente à peu près la place de la Concorde à Paris, avec des lieux qui sont très lourd en matière d'histoire et de religion. Le mur des lamentations qui est le lieu le plus saint, à l'exception du monde du temple, pour les juifs. La mosquée Al-Aqsa qui surplombe ce mur. En quoi est justement l'incursion d'un ministre sur l'esplanade des mosquées est-elle, Laetitia Bucaille, perçue comme étant une provocation? Est-ce que cela signifie qu'un juif n'a pas la possibilité d'aller sur l'esplanade des mosquées? Bref, quelles sont les règles en vigueur? Parce qu'on a affaire à un modus vivendi qui est assez complexe dans ce lieu. Oui, alors effectivement, il y a un statu quo qui dure depuis des décennies. Qui autorise donc l'entrée des musulmans sur l'esplanade des mosquées, qui peuvent aller y prier, et les non-musulmans peuvent s'y rendre en dehors des heures de prière. Le lieu est gardé d'ailleurs par des policiers israéliens, mais le fait qu'un ministre israélien y aille avec une escouade de policiers, de gardes, etc., est perçu comme une provocation. Et d'ailleurs, certains religieux juifs, rabbins, considèrent que c'est contraire à la religion, au dogme, puisqu'il ne s'agit pas d'aller marcher sur ce lieu sacré pour un juif. Donc, c'est perçu comme une provocation. C'est sans doute aussi, ça illustre bien les idées de ce ministre, qui n'a aucune considération pour les Arabes, pour les Palestiniens, et qui considère que, de la même façon que la Cisjordanie, qu'il appelle la Judée-Samarie ou Jérusalem, etc., devrait être récupérée à la disposition des Juifs. C'est-à-dire que le geste d'Itamar Ben-Gvir, cette promenade sur l'esplanade des mosquées, promenade qui a duré une quinzaine de minutes, consistait à signifier que ce lieu était un lieu israélien et qu'il avait donc la possibilité d'y aller comme dans n'importe quelle autre partie d'Israël, ce qui, bien entendu, n'est pas perçu de cette manière-là par les Palestiniens. Il faut nous présenter à cet égard Itamar Ben-Gvir. Steve Jourdain, quelle est
aujourd'hui la représentation que cet homme se fait d'Israël? Quelle est son idéologie? Itamar Ben-Gvir, en fait, il est à la croisée de deux traditions politiques très fortes en Israël, la tradition dite sioniste religieux et une tradition politique extrêmement minoritaire et extrêmement violente qui se revendique du rabbin Meir Kahana. La première tradition, donc la tradition sioniste, sionistes religieuses, elle remonte au début à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est une tradition minoritaire dans le judaïsme européen qui, à l'époque, estimait qu'il fallait concilier la tradition religieuse, la tradition juive, avec la modernité politique, avec la création d'un État national. C'est une tradition donc extrêmement minoritaire au sein du sionisme, qui, dans les années 50, participait dans l'État d'Israël à des coalitions avec les partis de gauche, avec les partis socialistes, notamment le parti de Ben Gurion, le parti Mapai, et qui était donc un parti centriste, un parti politique centriste qui revendiquait également un certain égalitarisme social. Et puis arrive 1967, la guerre des 6 jours, la conquête d'Israël de la Cisjordanie et de Gaza, Israël qui devient une puissance régionale à cette époque et qui réveille un certain messianisme religieux qui s'était un peu endormi, il faut le dire, et qui provoque la montée en puissance de cette tradition sioniste religieuse qui va, au fil des décennies, gagner en force et en puissance jusqu'à arriver à Itamar Ben-Gvir qui, encore une fois, est à la croisée d'une autre tradition qui est la tradition de Meir Kahana, qui est donc un rabbin américain xénophobe, anti-arabe, qui prenait la discrimination et la ségrégation entre juifs et arabes en Israël, qui avait une haine de la démocratie libérale et qui était en faveur d'une dictature basée sur les préceptes de la Torah. Donc Itamar Ben-Gvir, il est à la croisée de ces deux chemins alors quand on lui demande, quand on lui pose la question, est-ce que vous êtes réellement l'héritier ou le continuateur de Meir Kahana, du Rav Meir Kahana, il va répondre que dans les idées, oui, mais pas dans la méthode, pas dans la manière. Il y a une différence de style, c'est ce qu'il va nous dire. Alors, je vais vous poser une question assez brutale sur cet homme, Steve Jourdain. Est-ce qu'il se considère lui-même comme raciste? On le présente comme un suprémaciste, ce qui est finalement un euphémisme pour dire d'un individu qu'il est raciste. Est-ce que c'est un qualificatif qu'il reprend à son compte? Est-ce qu'il considère que celui-ci lui est accolé de manière injuste? Je pense il est xénophobe, c'est évident. Il est anti-LGBT, anti-féministe, anti-gauche de manière générale, anti-laïcité, même si on ne peut pas parler de laïcité évidemment, en Israël. Je ne pense pas, j'en suis même sûr, qu'il revendique une domination sur la population arabe. Il revendique plutôt une séparation complète, totale, qui peut aller jusqu'à l'expulsion des populations arabes de l'État d'Israël. Mais il n'ira pas jusqu'à revendiquer une domination naturelle, divine, sur la population arabe. En revanche, et je parlais du Rav Meir Kahana, ce qui est intéressant, c'est que le père spirituel de Ben-Gvir, lui, faisait d'Israël un outil de vengeance envers les goïs, grosso modo, envers les non-juifs, pour ce que les goïs et les non-juifs avaient infligé au peuple d'Israël à travers les siècles. Et donc, le dieu d'Itamar Ben-Gvir est un dieu qui est assoiffé de sang, on peut le dire, qui est assoiffé en tout cas de vengeance envers les non-juifs. Mais Itamar Ben-Gvir vous dira qu'il préfère la séparation totale avec les Arabes qui l'assimilent aux terroristes palestiniens. Mais alors, Frédéric Mettezo, vous qui êtes à Jérusalem, expliquez-nous pourquoi cet homme qui est aujourd'hui provocateur, qui est un ferment de dissension dans la région, alors même que Benjamin Netanyahou, même si celui-ci n'a bien sûr pas fait la paix, est généralement plutôt prudent. Rallumer une intifada, ça ne fait pas partie de ses objectifs immédiats. Pourquoi a-t-il choisi Ben-Gvir? Pourquoi l'a-t-il laissé aller sur l'esplanade des mosquées alors qu'a priori cette petite promenade devait être annulée?
Alors la première chose, pourquoi il a choisi Ben Gvir, c'est parce que Benyamin Netanyahou, il avait absolument besoin de revenir au pouvoir pour essayer de se protéger de la justice israélienne qui le juge pour corruption, et donc il avait besoin de faire une majorité avec des députés les plus proches de lui, ou en tout cas les moins éloignés, et parmi ces députés, eh bien, il y a cette extrême droite dont Ben Gvir est l'une des figures. Donc on a d'abord là de la tactique politique. Il a d'ailleurs bien pris soin qu'il y ait une seule liste d'extrême droite sioniste religieuse pour que ce soit un bloc vraiment homogène et qui remporte beaucoup de sièges, et ça a marché tactiquement parlant, puisque l'extrême droite a obtenu 14 sièges, ce qui est quand même beaucoup sur 120. Donc il y a d'abord un besoin tactique. Ensuite, évidemment, Benyamin Netanyahou vient du Likoud, on va dire qui est la droite conservatrice traditionnelle en Israël, mais il faut bien voir Ben Gvir et cette extrême droite sioniste religieuse comme un produit de ce que devient la société israélienne. C'est une société, pour faire simple et pour employer des mots qu'on utilise pour l'Europe, qui se droitise. Les juifs israéliens, les israéliens juifs sont dans la masse de plus en plus religieux. Il y a cette idéologie messianique, cette façon de voir le judaïsme qui se développe, et donc tous ces gens, qui sont souvent d'ailleurs des jeunes gens, eh bien, ils votent Ben Gvir. Donc Netanyahou, il avait besoin de faire la majorité, il a aussi besoin de coller à ce qu'est la société israélienne. N'oublions pas que Netanyahou est quand même un homme clairement de droite, c'est un nationaliste. Et puis dernière chose, Ben Gvir, il est assez populaire chez les jeunes parce que avant d'être député, il était avocat, et il était avocat de tous ces jeunes colons extrémistes, vous savez, qui allaient détruire les champs des Palestiniens, brûler les oliviers, profaner des églises ou des tombes chrétiennes. Donc Ben Gvir, il a une vraie cote d'amour. Je suis allé à l'un de ses meetings à Tel Aviv, qui est la grande ville laïque de gauche, etc. La salle était remplie et le public était extrêmement jeune, extrêmement masculin. Donc Netanyahou, il a fait de la politique tout simplement, et il a eu la majorité. Choisi cet homme-là, Laetitia Bucaille. On imagine que cet homme est un véritable épouvantail pour les Palestiniens. Oui, en même temps, je crois que effectivement la différence entre Netanyahou et lui est significative, bien sûr, mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'a pas de tabou, qui va dire franchement les choses, avec même de la provocation, alors que Netanyahou, qui s'est formé notamment aux États-Unis, bien sûr, mais davantage les formes. Mais je crois qu'il est aussi effectivement illustratif de l'évolution de ces dernières années d'Israël, où quand même les choses ont beaucoup changé depuis alors notamment depuis la deuxième intifada, où la droite s'est installée au pouvoir très très durablement en Israël, où clairement l'option sécuritaire a été choisie à l'encontre des Palestiniens, mais aussi il y a eu tout un tas d'évolutions en interne. En 2018, on a eu cette loi qui fait d'Israël l'État des citoyens juifs, ce qui est très important. Ça veut dire qu'il y a quand même 20% d'Arabes israéliens ou de Palestiniens en Israël qui donc là sont exclus symboliquement de la citoyenneté. Il y a aussi beaucoup d'incidents dans les territoires avec les colons, etc. Donc cette arrivée au pouvoir est aussi significative de tout un phénomène sur le terrain, dont on va reparler dans une vingtaine de minutes. Vous allez nous expliquer, Laetitia Bucaille, comment réagit l'autorité palestinienne avec une scission politique, on le sait, parmi les Palestiniens entre Gaza et les territoires. On se retrouve également avec notre correspondant Frédéric Mettezo et avec le journaliste et historien Steve Jourdain. Steve Jourdain, je rappelle votre ouvrage « Autopsie d'une gauche » aux éditions Le Bord de l'eau. Cela concerne la gauche israélienne. 8h sur France Culture. Alors qu'Israël a depuis quelques jours à sa tête le gouvernement le plus à droite de son histoire, la région risque-t-elle de basculer un peu plus encore dans la violence? Nous sommes en compagnie de Frédéric Mettezo, qui est notre correspondant à Jérusalem et qui est à Jérusalem en ce moment même. Steve Jourdain, journaliste, historien, on vous doit notamment Israël, autopsie d'une gauche aux éditions du Bord de l'eau, et puis Laetitia Bucaille, professeure de sociologie, vice-présidente de l'INALCO. Laetitia Bucaille, aujourd'hui, après cette provocation d'Itamar Ben Gvir, cette
déambulation sur l'esplanade des mosquées avec de nombreuses critiques parmi les Israéliens, mais plus encore évidemment parmi les Palestiniens. Quel est l'état d'esprit de ces Palestiniens? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui politiquement de leur côté? Alors, les Palestiniens sont très affaiblis depuis plusieurs années. Leur principale faiblesse, c'est leur éclatement politique et géographique, puisque du côté des territoires palestiniens, on a d'un côté la bande de Gaza qui est gouvernée par le Hamas, qui subit un double blocus israélo-égyptien, et puis de l'autre côté, une partie de la Cisjordanie qui est donc contrôlée par l'autorité palestinienne qui continue d'entretenir des relations avec Israël, notamment en matière de sécurité. Ça fait des décennies que le processus de paix est en panne et que la situation se détériore très fortement en Cisjordanie, notamment à cause de la progression de la colonisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 600 000 colons entre Jérusalem et la Cisjordanie. Et ce qui veut dire colons, ça veut dire aussi des routes de contournement, des zones interdites pour les Palestiniens, et puis des heurts assez fréquents avec des colons qui sont parfois extrêmement belliqueux et qui viennent chercher querelle, c'est le moins qu'on puisse dire, aux Palestiniens en les empêchant de cultiver leurs champs, de ramasser leurs olives, etc. Il y a aussi ce mur qui enserre les Palestiniens et qui découpe, qui est parfois au milieu de leur propre territoire. Il faut imaginer une géographie extrêmement compliquée. On en parlait tout à l'heure pour la vieille ville de Jérusalem. Et en fait, cela vaut pour la Judée-Samarie, comme le dit Itamar Ben-Gvir, ou la Cisjordanie, ou la Palestine, parce que là aussi, les termes posés sur les territoires sont extrêmement importants. Oui, et donc la situation se durcit. Il y a beaucoup d'accrochages dont on parle assez peu ici, c'est-à-dire que l'armée israélienne fait des raids, veut éliminer des activistes palestiniens qu'elle estime dangereux ou qui préparent une riposte. Il y a beaucoup de victimes civiles. On sait que 2022 est l'année où il y a eu le plus de morts depuis longtemps en Palestine. Donc la situation est extrêmement tendue. Je dirais que peut-être ce qui peut porter avantage aux Palestiniens, c'est qu'aujourd'hui, avec cette extrême droite décomplexée qui arrive au pouvoir, qui est provocatrice, peut-être que ça va attirer un tout petit peu l'attention sur leur sort, parce que un autre problème des Palestiniens, c'est que finalement, ils sont un peu oubliés des radars, des médias, et qu'on ne parle plus tellement d'eux, et qu'on a du mal à concevoir quelle est la vie quotidienne du Palestinien ordinaire qui n'est même pas engagé politiquement. Frédéric Mettezo, justement, suite donc à cette provocation d'Itamar Ben-Gvir, que se passe-t-il dans les territoires occupés, en Palestine, du côté de la bande de Gaza, parce qu'il faut rappeler que ce territoire est scindé en deux? Oui, alors juste pour revenir un tout petit instant sur ce que disait Madame Bucaille, effectivement la situation qu'elle a décrite est tout à fait exacte. Moi, à titre personnel, comme correspondant de France Culture et Radio France, je me rends très régulièrement en Palestine, donc je rends compte de la situation sur le terrain et dans les villes, que ce soit la Cisjordanie ou Gaza. Alors Gaza, justement, le Hamas, donc le mouvement islamiste qui est classé terroriste par Israël et par les Occidentaux, le Hamas avait menacé de représailles si Ben-Gvir se rendait à l'esplanade des mosquées. Il n'y a pas eu de représailles du Hamas, il n'y a pas eu de salve de roquettes, vous vous souvenez comme on avait eu en mai 2021 par exemple. En revanche, le Hamas a appelé les Palestiniens de Cisjordanie à reprendre les attaques contre Israël, contre les Israéliens. Donc là, il va vraiment falloir surveiller ce qui se passe dans ces villes de Cisjordanie. On pense notamment aux deux grandes villes du nord que sont Jenin et Naplouse. Mais ce qu'il faut bien comprendre, vous parliez tout à l'heure, Guillaume, de basculer dans la violence. On y est déjà dans la violence. 2022, c'est effectivement l'année la plus meurtrière depuis la fin de l'intifada. 300 Palestiniens ont été tués. Il y a dedans des civils, il y a des combattants, il y a des terroristes, il y a des adultes, il y a des enfants. Du côté des Israéliens, on a eu une trentaine d'Israéliens tués, la plupart dans des attentats, donc ce sont des civils. Donc, on est déjà dans la violence, sauf qu'on n'est pas effectivement dans une violence spectaculaire, mais on est dans une violence quotidienne. C'est un goutte à goutte. Là, vous voyez, par exemple, pendant qu'on parlait en première partie d'émission, je voyais une alerte du journal israélien Haaretz qui nous signalait la mort d'un Palestinien de 16 ans dans la région de Ramallah. Donc,
On surveille ce qui se passe, mais il faut reconnaître que depuis cette visite de Ben Gvir à l'esplanade des mosquées, donc mardi matin, il n'y a pas eu de réaction très manifeste en Cisjordanie. Et Steve Jourdain, ce que l'on aimerait comprendre, c'est la situation du côté israélien, parce que donc il y a eu cette provocation dont on a parlé, mais il y a eu aussi d'autres provocations avec des phénomènes qui sont peut-être d'ailleurs plus nouveaux. Il y a eu par exemple la profanation donc de la part d'extrémistes juifs d'un cimetière protestant, de tombes dans ce cimetière. Ça, à ma connaissance, c'est quelque chose de relativement nouveau. Il y a une sorte de climat millénariste qui est en train de s'installer chez certains juifs en Israël, qui mérite quelques mots d'explication. La vraie question, c'est est-on aujourd'hui au seuil d'une rupture au sein de la démocratie israélienne? La démocratie israélienne, elle a traversé plusieurs âges. Si on résume à grands traits, on pourrait dire qu'il y a eu un premier âge dit républicain, avec démocratie républicaine, avec une société qui était tournée vers le collectif, vers l'unité de la société politique en construction, avec une éthique morale, une éthique républicaine très forte, qui enserrait l'individu dans un collectif. Puis on est passé à une sorte de société plus libérale, à l'image du modèle américain, avec le respect et la défense des droits de l'individu, un État qui est plus éloigné des préoccupations de la société. Et là, on semble entrer dans le troisième âge de la démocratie israélienne, avec une démocratie peut-être illibérale, à l'image de ce qu'on connaît en Hongrie avec Viktor Orban, avec des hommes politiques qui auraient finalement tous les pouvoirs sur la société sans contre-pouvoir. On n'en est pas encore là évidemment en Israël, mais il y a, c'est-à-dire que quand le gouvernement israélien aujourd'hui justifie ce qu'il appelle une révolution judiciaire qui a été décrite tout à l'heure par Frédéric Mettezo, ils prennent le modèle américain. La différence, c'est qu'en Amérique, il y a effectivement une Cour suprême, il y a une constitution écrite très rigide et il y a beaucoup de contre-pouvoirs. Donc quand le gouvernement israélien revendique et met en avant cette révolution judiciaire en disant que les hommes politiques pourront désormais élire eux-mêmes les juges, on n'est pas du tout dans la même configuration, parce qu'il faut rappeler qu'Israël, c'est une seule chambre et non pas deux chambres, et que les contre-pouvoirs s'affaiblissent d'année en année, avec notamment une opposition aujourd'hui qui est complètement déprimée et qui réagit à ce qui se passe effectivement ces dernières semaines, mais qui ne trouve pas de voix et qui ne trouve pas vraiment de répondants, même s'il y a des manifestations dans la société israélienne, il faut le dire. Et je terminerai là, on parle beaucoup de basculement, mais il faut rappeler que les dernières élections en Israël se sont jouées à quelques milliers de voix. Il y a eu 2 millions de voix qui se sont portées sur le camp pro-Benyamin Netanyahou et 2 millions de voix qui se sont portées sur le camp anti-Benyamin Netanyahou. Donc c'est une société qui est aujourd'hui très divisée et qui a du mal à se parler à elle-même en fait. Laetitia Bucaille, il y a aujourd'hui une question qui se pose, donc avec une alternative, ou bien les Palestiniens, certains Palestiniens vont prendre les armes et il y aurait la possibilité d'une troisième intifada. Celle-ci serait ou non relayée par certains pays arabes, parce que tout ceci se déroule dans un contexte où Israël a noué des liens avec des pays arabes, l'Arabie saoudite, l'Égypte qui est devenue un allié de fait. Est-ce qu'il peut y avoir un retournement de situation? Est-ce que l'arrivée donc d'une extrême droite au pouvoir pourrait rebattre les cartes? Oui, ben c'est sûr que notamment les nouveaux alliés d'Israël, comme les Émirats arabes unis, voient évidemment d'un mauvais œil ces positions israéliennes, ces franchissements de lignes rouges, notamment sur la question de l'islam, où là, les gouvernements arabes, fussent-ils autoritaires et imposant leur vue à leur société, ne peuvent pas céder. Cela dit, j'imagine que quelqu'un comme Ben Gvir se soucie assez peu de l'alliance nouvellement nouée avec les Émirats arabes unis. C'est vrai qu'on a eu les accords d'Abraham en mars 2022. Il faut rappeler le contenu des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, c'est de manière
vraiment inédite, un rapprochement entre Israël et donc notamment les Émirats arabes unis, qui ouvrent des relations diplomatiques, qui développent des échanges économiques, etc. Rapprochement d'Israël avec le Maroc, là aussi, qui est historiquement tout à fait inédit, extrêmement important. Oui, enfin le Maroc avait une position quand même beaucoup plus souple que d'autres pays arabes, mais donc effectivement, cette espèce d'intégration progressive d'Israël dans la région. Cela dit, les préoccupations de Ben Gvir, c'est sans doute pas l'intégration d'Israël dans le monde arabe. Je ne pense pas que ça soit de ses priorités. C'est malgré tout important. Bien sûr, c'est tout à fait. Économiquement, la gauche d'ailleurs israélienne en a rêvé depuis Shimon Peres, de l'intégration d'Israël dans la région, avec des hommes d'affaires, une classe économique qui soutenait ce projet parce que, bien sûr, il y avait des perspectives économiques très, très intéressantes pour Israël. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la priorité de l'extrême droite israélienne qui pense plutôt à judaïser la Cisjordanie, à judaïser la Galilée, c'est-à-dire le nord d'Israël qui est peuplé notamment d'Arabes israéliens, le Negev où il y a des Bédouins. C'est ça les priorités. Donc finalement, si les relations se refroidissent avec le Maroc ou les Émirats arabes unis, je ne suis pas sûre que ça fasse beaucoup de peine à Itamar Ben Gvir ou même à Netanyahou, parce qu'il y a un vrai, il y a un vrai fossé culturel. Oui, juste pour rebondir à ce que vous dites, on parle beaucoup depuis le début de cette émission d'Itamar Ben Gvir. Il faut rappeler qu'on est en présence d'une coalition et qu'effectivement, Itamar Ben Gvir, on en parle beaucoup parce qu'il fait beaucoup de coups médiatiques, mais il reste son parti, ou plutôt l'alliance de ses partis, ça représente 14 députés à la Knesset sur 120. La vraie question qui va se poser aujourd'hui politiquement, c'est est-ce que Benyamin Netanyahou, pour la première fois, va être dépassé par son extrême droite. Jusque-là, depuis 1996 et son arrivée au pouvoir, il arrivait à tenir ses ministres et ses partenaires de coalition parce qu'il a un certain talent politique, un certain flair politique et qu'il arrivait finalement à les tenir et à leur imposer une certaine discipline. Aujourd'hui, on a l'impression, avec notamment cette visite d'Itamar Ben Gvir sur l'esplanade des mosquées, qu'il ne tient plus ses ministres et sa coalition. Et juste pour terminer sur le processus de paix, en tout cas le rapprochement, ce qu'on appelle la normalisation au Moyen-Orient, la priorité de Benyamin Netanyahou, en tout cas la priorité déclarée aujourd'hui, c'est deux choses. C'est le dossier iranien et c'est le rapprochement avec l'Arabie Saoudite. C'est les deux objectifs qu'il a fixés au mois de décembre, au moment de son retour au pouvoir. Sur le dossier iranien, c'est vraiment un leitmotiv chez Netanyahou, il va l'utiliser et il menace toujours d'attaquer l'Iran qui se rapproche de plus en plus de la bombe nucléaire cette fois-ci il dit, en tout cas, il laisse fuiter qu'il est sérieux vis-à-vis d'une éventuelle attaque sur l'Iran et sur les installations nucléaires. Sur l'Arabie Saoudite, il est aussi très optimiste, à tort à mon sens, mais très optimiste sur la possibilité d'une normalisation avec le partenaire saoudien. Mais on a vu la première conséquence réelle géopolitique de cette visite d'Itamar Ben Gvir sur l'esplanade des mosquées, c'est la visite de Benyamin Netanyahou qui était prévue aux Émirats arabes unis qui a été repoussée. On ne sait pas quand cette visite va se faire. Et la question que j'évoquais tout à l'heure, Frédéric Mettezo, d'une multiplication des incidents donc avec les Palestiniens, on vient d'en parler, incidents aussi ayant une portée symbolique forte, puisque c'est une région où tout est symbolique, je parlais de la profanation d'un cimetière. L'idée qu'il y aurait aujourd'hui une force politique millénariste en Israël qui rappellerait le Gush Emunim, un certain nombre de partis qui étaient des partis extrémistes et qui ne voulaient pas uniquement donc adopter une politique maximaliste en termes de territoire, mais qui avait quasiment une vision apocalyptique de l'histoire, estimant qu'il fallait hâter les temps ultimes et le retour de la construction du temple. C'est une vraie question, Frédéric Mettezo, puisqu'il s'agit de savoir si on a affaire à des politiques qui sont des politiques rationnelles, qui sont maximalistes sur le plan nationaliste, ou bien si on a affaire à des religieux fanatiques que rien ne pourrait arrêter, par exemple pas Benjamin Netanyahou. Votre vision là-dessus, Frédéric ?
Il y a clairement dans ce personnel politique des gens qui sont messianiques. On est en plus dans une année, on s'approche de l'année de la rédemption, donc il y a aussi toute une mystique des chiffres et de la signification de ce que peut être une année. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent la légende de la vache rousse, mais si un jour sur la terre d'Israël se trouve une vache absolument rousse, eh bien elle peut être sacrifiée et ses cendres peuvent servir à purifier le futur troisième temple qui se trouverait comme par hasard sur l'esplanade des mosquées. Donc il y a effectivement... Et donc il faut le dire, Frédéric, il y a des gens qui cherchent la vache rousse actuellement. Ah mais elle est même arrivée, oui, il y a même des vaches qui sont arrivées du Texas. Elles sont arrivées il y a quelques mois, donc de jolies génisses rousses, et évidemment elles sont chouchoutées, choyées, mais surtout scrutées, parce que s'il y a le moindre poil blanc qui apparaît, oui, pour l'instant, heureux comme une vache rousse en Terre Sainte. On cherche s'il y a un poil blanc pour voir si c'est la vraie vache rousse. Mais au-delà de tout ça, oui, il y a ce courant messianique qui est fort. Après, n'oublions pas que la politique israélienne ou la démocratie israélienne, pour citer le célèbre politologue Denis Charbit, c'est pas une démocratie de grands principes, c'est une démocratie de petits arrangements. Et la Knesset, c'est tout à fait une pétaudière, un balagan, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire un bazar. Ouais, vous le traduisez mal, mais c'est pas grave, on le traduira pas bien. J'ai été poli, on va dire. Voilà, c'est exactement, Frédéric. Voilà, il y a besoin d'un jeu politique, de compter les sièges un par un, les présidences de commission, il y a tout un jeu tactique, et Ben Gvir et l'autre allié d'extrême droite de Netanyahou qui s'appelle Smotrich, ils sont aussi très au fait de tout ce jeu parlementaire. Ils savent que Netanyahou a besoin d'eux, mais ils savent aussi ce qu'ils doivent à Netanyahou. Faut pas non plus présenter Netanyahou comme l'otage de ces gens-là. Il est clair que Ben Gvir mène son agenda, il trace sa voie, mais ils savent aussi que c'est grâce à Netanyahou si aujourd'hui Ben Gvir est ministre de la Sécurité, si Bezalel Smotrich est ministre des Finances, s'il a également une partie du contrôle de l'armée israélienne qui administre les colonies. Donc on est quand même dans un donnant-donnant, voyez-vous. Chacun sait qu'il a besoin de l'autre. Donc il y a clairement cette vision messianique, religieuse poussée très très loin, mais en Israël, les politiciens savent faire de la politique. Laetitia Buccal. Oui, on peut se demander aussi ce que va devenir la Cisjordanie, ce que la droite et l'extrême droite appellent la Judée-Samarie, parce qu'au fond, tous ces gens au pouvoir en Israël rêvent finalement d'annexer la Cisjordanie, d'agrandir le territoire d'Israël et de se débarrasser d'une manière ou d'une autre des Palestiniens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un certain nombre de Palestiniens de Cisjordanie, qui étaient acquis au Fatah, qui étaient acquis à l'idée des deux États, pensent que c'est la meilleure solution, l'annexion. Et que finalement, la seule solution qui reste, c'est un seul État où les Palestiniens, une fois qu'ils seront annexés, qu'ils feront partie de cet État, eh bien, lutteront pour l'égalité des droits à l'intérieur de cet État. Parce que la solution en deux États semble complètement éteinte aujourd'hui, impossible, il faut bien le dire. Il faut rappeler aussi la spécificité politique des Palestiniens en Israël, une situation là aussi très particulière avec Mahmoud Abbas qui hors d'âge. Oui, alors pas en Israël, en Cisjordanie, occupée ou autonome. Oui, alors Mahmoud Abbas, une autorité palestinienne vraiment très déconsidérée dans les territoires, qui semble absolument impuissante à protéger les Palestiniens, à aussi à cheminer vers les droits palestiniens. Donc, ce qui est aussi assez inquiétant, c'est que finalement, du côté des Palestiniens, du côté de la révolte des Palestiniens, enfin de cette révolte qui gronde bien évidemment, étant donné les conditions de vie absolument terribles des Palestiniens, on ne croit plus en la politique. Donc ce qui se passe, c'est beaucoup de petits groupes. Il y a notamment ce groupe de la Fosse au Lion, qui est un groupe armé qui essaye de revigorer, de redémarrer effectivement des attaques contre Israël. Et ce sont des petits groupes éclatés sans forcément affiliation politique forte. Donc pas de contrôle.
Et puis, pour terminer le tableau, parce que s'il y avait une lueur d'espoir, j'aimerais l'éteindre, la question donc d'une alternative politique en Israël est une question extrêmement complexe. Steve Jourdain, est-ce qu'il y a une force, par exemple, à gauche, qui pourrait constituer une alternative à Benjamin Netanyahou? C'est la question piège de la fin d'émission. Donc, effectivement, non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une opposition au sein même de l'opposition. Il n'y a pas de front uni aujourd'hui face à Benjamin Netanyahou. Il y a des personnalités qui se dégagent, mais qui ne sont pas vraiment d'accord entre elles. Ceux qui ont participé au gouvernement précédent font le constat d'un échec. Ils s'étaient accordés principalement sur le fait de s'opposer à Benjamin Netanyahou, alors qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui présente un front idéologique plus ou moins uni, et donc c'est ça la vraie différence aujourd'hui entre l'opposition à Benjamin Netanyahou et la coalition pro-Netanyahou. D'un côté, vous avez une idéologie, vous avez une manière de concevoir les rapports au sein de la société, et de l'autre, vous avez des personnalités qui sont de bons politiques, qui ont souvent de bonnes idées, mais juste pour citer un exemple, la gauche aux dernières élections, une fraction de la gauche, le Meretz et le Avoda proposait simplement d'autoriser, c'est important, mais d'autoriser les transports à Shabbat. Et le Meretz, qui était le grand parti libéral qui avait défendu la cause des femmes, qui avait défendu les droits civiques, la séparation entre l'État et la religion, s'est contenté simplement de défendre, se mettre dans une position défensive face à Benjamin Netanyahou, en rappelant qu'on était comme dans les années 90 et qu'il fallait ranimer un peu le processus de paix. Et ce Meretz, finalement, est sorti de la Knesset. Et c'est très symbolique, cette fin du Meretz en Israël, parce qu'on a d'un côté le grand parti, donc le Meretz, le grand parti libéral qui sort du Parlement israélien, avec ses forces aujourd'hui en parallèle de l'extrême droite, qui sont anti-libérales et qui font une entrée fracassante au sein du gouvernement d'Israël. Et vous racontez tout cela, notamment dans Israël, autopsie d'une gauche aux éditions du Bord de l'eau. Merci beaucoup Frédéric Mettezo. Bonne journée donc à Jérusalem. Vous ne manquerez pas de nous raconter les conséquences ultérieures donc de cette situation politique en Israël. Merci Laetitia Bucaille. Je rappelle que vous êtes professeure de sociologie et vice-présidente de l'INALCO.